Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler de culture et plus précisément de littérature. Et pour échanger là-dessus, je serai accompagnée de l'artisan du livre, Josh Dozen. Bonjour Josh. Bonjour. Si l'on trouve très peu de sportifs chez les littéraires et vice-versa, c'est qu'il y a une raison. Les sportifs aujourd'hui continuent à fasciner suite à tous les problèmes de culture générale qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, ils représentent l'image d'hommes virils, mais avec très peu de connaissances. Néanmoins, certains d'entre eux, après leur carrière professionnelle, ont écrit des bouquins. Alors, qui sont-ils ? Pourquoi tout ce mythe autour des sportifs qui ont des problèmes de culture générale ? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Et on va échanger là-dessus avec mon invité aujourd'hui, à savoir, y a-t-il des littéraires chez les sportifs ? Alors, Joss, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand problème de culture générale et on a pu remarquer ça avec les sportifs. Mais pourquoi tant de critiques au sujet de la culture générale et des sportifs ? Déjà, dans un premier temps, je ne suivrai pas le fait qu'il y aurait plus de problèmes de culture générale chez les sportifs que chez d'autres. Chez les sportifs, comme chez d'autres qui ont des métiers manuels, effectivement, il y a peut-être... Ce sont des gens qui ont une intelligence du corps, peut-être en priorité, plutôt que des grands lecteurs. Mais il n'y a pas de problème sportif sur la littérature. Chez les sportifs, il y a beaucoup de gens qui sont des lecteurs. Malheureusement, soit simplement parce qu'ils n'affichent pas, ou simplement parce que les médias ou les gens, le commun du mortel, préfèrent voir le sportif, vous l'avez dit, préfèrent voir l'image de l'homme viril et fort, mais refusent quelquefois de voir le lecteur ou celui qui réfléchit derrière. D'accord. Ça dépend aussi de ce qu'on veut nous faire voir et de ce qui est plus vendeur, on dira, dans l'image du sportif. Durant leur carrière, c'est évident qu'avec le stress et puis là, simplement les sportifs de haut niveau, c'est extrêmement demandeur en énergie. Ce sont des gens qui s'entraînent 2 fois par jour parfois, qui le soir ont des séances. Donc ça prend beaucoup de temps, mais je dirais que si vous allez dans n'importe quelle banque, vous allez dans n'importe quel service de trader, les traders apparaître devant leur écran à suivre les cours de la bourse en permanence. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui lisent des romans de temps en temps pour se détendre, simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont focus sur leur travail. Les sportifs de haut niveau, c'est pareil. Durant leur carrière et après leur carrière, ils font comme tout le monde, ils diversifient leur centre d'intérêt et ils vont sur autre chose, sur la littérature, sur de l'art, sur du business, mais ils sont... Statistiquement, je ne vois pas pourquoi il y aurait moins de littéraires chez les sportifs que chez les plombiers, par exemple. Exactement. Et est-ce que ce problème-là ne vient pas aussi du fait que les sportifs commencent leur carrière très tôt et quittent le cocon familial assez tôt pour se retrouver dans des centres de formation à 12 ans et être coupés du coup de leur scolarité ? On va voir ça dans un sujet de Cynthia Nzetia. Tout le monde a en tête les interviews d'avant ou d'après-match de certains sportifs où les fautes de grammaire se succèdent. Souvent, voire tout le temps, les footballeurs véhiculent une image de mauvais garçons légèrement imbus de leur personne et à la culture générale pas forcément développée. Alors, quelle est la cause de ce phénomène ? En essayant de comprendre pourquoi, on se rend vite compte que la plupart quittent très tôt, vers 12 ans, le milieu scolaire et sont recrutés par des clubs. Ils sont coupés du monde, de la réalité et de l'actualité dans des centres d'entraînement retranchés et dans un univers au salaire faramineux et au manque de culture. C'est ce système de détection précoce qui en est la cause. Mais est-ce vraiment l'unique raison ? Est-ce les centres de formation qui négligent la scolarité au bénéfice de l'actualité sportive ? Eh bien non. Dans d'autres catégories sportives comme le tennis, l'athlétisme ou encore le rugby, rares sont les polémiques du même genre. En rugby, justement, dans l'équipe argentine, il y a un médecin, un chirurgien orthopédique, l'ancien capitaine du 15 de France, Thierry Dussautoir, est ingénieur. Le football est donc le sport où le langage passe la rampe et nourrit largement la caricature du footeux bêta. Il s'agit cependant de relativiser, d'abord en rappelant que la parfaite maîtrise du subjonctif imparfait n'a jamais été et n'est pas un gage d'intelligence pour tous, mais il est quand même important. Alors, comme on a pu le voir dans ce sujet, le plus grand des soucis et les problèmes de culture générale
apparemment, on le trouve très souvent dans le milieu du foot. Là encore, l'intérêt de ce petit document, c'est de mettre en avant un certain nombre de clichés et, je vais dire, d'exagération. Effectivement, le foot est le sport roi. Simplement, en termes de nombre de pratiquants, Oui. on va le comparer au tennis. Effectivement, on trouvera peut-être beaucoup plus de gens qui ont du mal avec, on va dire, la langue dans le milieu du football, parce que simplement, il y a beaucoup plus de monde. Donc, statistiquement, on en trouvera plus. Oui. On trouvera plus de gens qui ont du mal. Ensuite, le football, c'est un sport qui est devenu professionnel très, très, très tôt. Le rugby, il y a encore 20 ans, il n'y avait pas le même niveau de salaire, il n'y avait pas le même niveau de professionnalisme. Donc, c'était des gens qui avaient un métier à côté et ensuite faisaient du sport. L'athlétisme, ce n'est pas des sports qui ramènent énormément d'argent. Donc, on a plutôt intérêt à avoir un travail à côté. Mais le football permet justement de se donner à 100% et de faire de vraies carrières. Donc, effectivement, on trouvera moins de gens qui ont la double casquette. Mais encore, je peux rappeler aux gens qui nous regardent qu'il y a un Brésilien qui s'appelait le docteur Socrates. Ce n'était pas juste un surnom. Il était médecin, le docteur Socrates. Donc, ce n'était pas un surnom. Donc, focaliser là-dessus, sur les centres de formation, par exemple, c'est un très bon exemple, parce que justement, les gamins qui passent par les centres de formation font des études. Ce sont des sports-études. À la différence de gens qui sont à peine détectés, les sportifs qui viennent d'Afrique, qui sont détectés de manière un peu sauvage sur le continent, là, effectivement, on va prendre des gamins qui ont 13, 14 ans, qui sont déscolarisés et qui vont avoir un certain nombre de difficultés avec des concepts. Là, on peut trouver de vraies difficultés. Exactement, mais en Europe, en France, le système sportif, les centres de formation s'est organisé, les gens font des études, une très grande majorité vont jusqu'au bac. Après, c'est plus difficile parce qu'évidemment, on rentre dans le professionnalisme et là, on n'a plus le temps, mais bon nombre d'entre eux vont jusqu'au bac, ce qui leur permet, à l'issue de leur carrière, de garder un certain niveau. Il y a quelques années, début des années 80, il y a eu beaucoup d'histoires de grands sportifs qui se sont retrouvés en banqueroute à la fin de leur carrière parce qu'ils n'avaient pas les outils intellectuels pour gérer l'après-carrière. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec leur niveau d'études. Ça n'avait pas à voir avec le niveau d'études, c'est qu'il y a une mauvaise gestion, il y avait un mauvais suivi des sportifs. Aux États-Unis, en NBA, il y a eu énormément de choses de cette manière-là et la NBA a mis un certain nombre de garde-fous pour permettre aux anciens sportifs qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent, qui n'avaient pas les outils pour les gérer, qui n'avaient pas le temps pour les gérer, de ne pas se retrouver en banqueroute. Aux États-Unis, en NFL, en NBA, c'était catastrophique à ce niveau-là. En France, en Europe, en Europe occidentale, je dirais, il y a tout de même un système de centre de formation qui est structuré, où on emmène les gamins à un certain niveau d'études avant de les lâcher dans la nature. Ça ne veut pas dire que tous finiront Pierre et Marie Curie, mais ça veut dire simplement qu'il y a une vraie base intellectuelle qui est donnée aux gamins. Ça veut dire que tous ceux qui ont des gros problèmes avec la culture générale, c'est juste qu'ils ne s'y intéressent pas. Et exactement. Après, ils ont aussi un entourage qui ne s'y intéresse pas aussi. Peut-être ne s'y intéresse pas. Il y a beaucoup de gens qui font des études de très haut niveau, très pointues en chimie ou dans la banque, qui, vous les sortez de leurs ouvrages techniques, de leur spécialisation, n'ont aucune culture générale. Donc la question de la culture générale, c'est autre chose que la question de l'intelligence. C'est autre chose. Quant au langage, on utilise le langage dans lequel on est plongé. Quand on est dans un secteur bancaire, on a un vocabulaire évidemment qui va dépendre de son langage. Quand on est dans un milieu sportif, on est dans un vocabulaire qui est différent. Pourquoi voulez-vous qu'un sportif, un footballeur, au sortir d'un match de foot où il vient de faire 90 minutes sur un terrain de foot, vienne répondre à une question pas toujours intelligente d'un journaliste en utilisant, comme disait votre journaliste, le subjonctif de l'imparfait. Ce n'est ni le lieu, ni le moment, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Donc, parfois aussi, les sportifs, on les prend dans des moments assez difficiles où la plupart des interviews se déroulent à la fin d'un match où on vient de passer 90 minutes. C'est parfois pas évident non plus. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est pas évident pour eux. Et pour parler justement des reconversions, comme on a pu le remarquer, il y a certains sportifs qui se reconvertissent et certains d'entre eux ont déjà écrit des bouquins. On va dire que la plupart d'entre eux se font aider. En priorité, il y a beaucoup de biographies. Très souvent, c'est comme beaucoup, évidemment, on est dans le monde du spectacle où ce sont des personnalités. Donc la plupart des choses sur les sportifs, il y a des biographies sur quasiment tous les sportifs connus. Un Zidane va
faire plusieurs livres sur Zidane, ça va être des journalistes sportifs qui vont les écrire. Parfois, c'est en collaboration avec le sportif, parfois non. Donc, il y a beaucoup de livres sur les sportifs. D'accord. Pas toujours faits par les sportifs. Des personnalités comme Lilian Thuram. Thuram, c'est un peu différent, parce qu'il y a des livres sur Laurent Thuram, mais Lilian Thuram, de par son activité intellectuelle, justement, son activité d'engagement, a coécrit des livres qui ne sont pas de la littérature du roman, ce sont des livres plutôt sociologiques, plutôt des livres d'engagement. Donc, Thuram, il est dans cet exemple-là. Vicage Dorasso, par exemple. Vicage Dorasso, qui est une personnalité que moi j'aime particulièrement, parce qu'il a toujours fait preuve d'une espèce de finesse d'esprit. Et Vicage Dorasso, qui a coécrit des livres, qui déjà avait à l'époque fait un documentaire qui s'appelle The Substitute, durant le Mondial 2006, qui déjà montrait une certaine originalité dans sa démarche. Parce que déjà à l'époque, il s'était fait une espèce de documentaire centré sur lui-même, où il racontait son Mondial 2006 passé sur le banc à pas jouer les matchs de foot. Donc déjà, c'était quelque chose d'assez original et qui me montrait un certain esprit. Et quand on voit Vicage Dorasso, qui est quelqu'un d'assez cash dans sa manière de parler, quand on lit ce qu'il a écrit en collaboration avec des journalistes, c'est drôle, il y a une certaine finesse, il y a une certaine... Donc, ça sort de la classique biographie. Et il y a des biographies de sportifs, de footballeurs. La biographie de Zlatan a été le livre le plus vendu en Suède. Ça a été un succès énorme, mais même en France, il a été très très vendu. Je l'ai offert à mon petit-neveu, fan du PSG. Donc, et ça doit être dû au personnage. Voilà. Les sportifs sont aussi un très bon filon pour les éditeurs, parce que les sportifs, un livre officiellement écrit, mais très souvent coécrit, ou simplement écrit par quelqu'un d'autre sur un sportif, ça vend bien parce que ça reste des personnalités médiatiques. D'accord. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que y a-t-il des sportifs littéraires? Oui, il y en a, ça existe, et surtout qui coécrit les bouquins. Qui coécrivent des livres avec des gens dont c'est le travail de coécrire. Je n'ai pas d'exemple là aujourd'hui de footballeurs qui aient fait du roman, par exemple, mais des livres d'engagement, des livres sur leur vie. Il y a un grand nombre d'exemples. Après, comme je l'ai dit, la coécriture, ça dépend. Il y en a peut-être qui ont simplement dit leur vie et puis ça a été mis en forme par un journaliste et d'autres qui ont vraiment participé au travail d'écriture, au choix du temps, au choix du style, et ça arrive très 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 couramment. Mais on ne leur fait pas toujours crédit de ça. Ça intéresse plus de parler des exploits de ces joueurs-là, de ces sportifs-là, que de ce qu'ils ont écrit ou de leur engagement. Lilian Thuram, à partir du moment où il a eu des postures très engagées, du jour au lendemain, il a été extrêmement critiqué. La moindre prise de parole, il est extrêmement critiqué. Effectivement. Alors, parce que, et justement, on le renvoie à son sponsor, on lui dit tais-toi et joue au foot. Et très souvent, les sportifs, c'est ça. Il est renvoyé à cette image de Exactement. En gros, c'était un grand baraquet au pied carré et il doit rester faire ce qu'il veut. On leur refuse aux sportifs le droit de réfléchir, d'avoir des postures, de lire, de faire des choses différentes. Effectivement. En tout cas, ce qu'on peut retenir vraiment, et ça fait plaisir à toute la communauté, c'est qu'on a réellement de bons sportifs qui coécrivent, et ça fait plaisir. Avant d'arriver à la fin de cette émission, on va revenir sur les sorties littéraires. J'ai trois coups de cœur, même si j'aurais dû mettre un quatrième parce que c'est un ami que j'aime beaucoup, Sami Tchak, mais j'ai trois livres que je voulais mettre en avant qui ont été publiés dans différentes périodes de cette année. Le premier, c'est celui de Toufat Moutar, qui est une Comorienne, auteur d'origine des Comores, qui a écrit son premier roman, qui avait déjà collaboré à différents recueils de nouvelles, mais qui a écrit son premier roman qui s'appelle Vers cru. Le livre de Toufat met en avant les femmes sur 3 générations, le parcours des femmes, les femmes dans cette culture comorienne qui peut être extrêmement violente pour la femme. C'est très bien écrit, c'est très... il y a un côté très ésotérique dans l'écriture de Toufat Moutar, donc ça je conseille très fortement aux gens, c'est vraiment une très future, très grande auteure. D'accord. Et pour le deuxième Le second, j'ai choisi un petit jeune là aussi, que je pourrais dire que c'est un ami, un petit jeune, qui s'appelle Mohamed Bougarsar. Mohamed Bougarsar, c'est vraiment pour moi le présent et l'avenir de la littérature africaine. Son dernier roman, De purs hommes, qui sur les trois, on va dire, est le moins littéraire, de par la densité, mais c'est celui qui touche le plus à l'actualité, parce que De purs hommes, il s'agit d'homosexualité au Sénégal, et il met en scène un jeune homme, professeur d'université, qui est, comme lui-même il le dit,
légèrement homophobe comme tout le monde, Ouais. mais qui globalement s'en fiche un peu, qui s'est jamais vraiment intéressé à la question homosexuelle, Ouais. qui vit sa vie de professeur et qui un jour, on lui montre la vidéo d'un homme qui est déterré, qu'on avait enterré au cimetière musulman et qui est déterré par la foule parce que la foule estime que c'était un homosexuel et qu'il ne Et qu'il méritait n'avait pas pas à être enterré d'être auprès des enterré. autres. Et donc il commence à se poser des questions, il va à la rencontre de la maman du déterré, et donc c'est tout un roman sur quelqu'un qui va un peu plus loin, qui commence à chercher, qui va en quête de son humanité, on va dire. Et ce qui est très fort dans ce livre, qui est un livre message, c'est que Mohamed Bougarsa rappelle que dans la société sénégalaise, les Gordiguen, donc les hommes-femmes, ont toujours existé. Ce sont des gens qui participaient aux cérémonies de mariage, qui sont mais on les voyait comme des travestis, des gens qui sont là pour le spectacle. Mais à partir du moment où la société moderne a mis en face de l'homosexualité ou des Gordiguen Ou les une transsexuels, sexualité, ouais. surtout une sexualité. Parce que les Gordiguen étaient vus comme étant des gens qui faisaient du spectacle et non pas des gens qui avaient une sexualité. Ouais. Ben, la situation s'est crispée et c'est devenu extrêmement violent. Ouais. Et ce livre est vraiment, vraiment, vraiment super sur une actualité qui est celle d'aujourd'hui. Mais Mohamed Bougarsa, il a 3 livres de toutes les façons. Vous en prenez n'importe lequel, vous le lisez et vous verrez que c'est un très grand d'aujourd'hui et un très grand de demain. Ça donne envie. Et le dernier, le 3e livre. Le dernier, je me suis délocalisé du côté de la Caraïbe. Gisèle Pineau, qui est une auteure extraordinaire, qui doit être à son 7e ou 8e roman, qui est donc une auteure confirmée, ancienne infirmière psychiatrique, en service psychiatrique, et ça se reflète dans son écriture, parce que tous les livres de Gisèle Pineau sont très denses en termes de personnages campés. C'est toujours des souffrances, c'est toujours des femmes, évidemment, elles campent beaucoup la torture morale qu'il peut avoir des femmes ou des femmes torturées dans chacun de ses romans, mais c'est toujours ciselé, c'est toujours extrêmement bien écrit, poétique. Et son dernier roman qui est paru début septembre met en scène, ça débute violemment par une jeune fille qu'on décrit comme étant très belle, magnifique, qui est retrouvée morte. Et c'est un peu comme, vous voyez la série Cold Case. Oui. 30 ans après, 33 ans après, il y a la cousine qui arrive à détecter, grâce à un parfum, à trouver ce qui s'était passé le jour de la mort de la sirène. Extrêmement bien écrit. Et Gisèle Pineau, c'est simplement une perle. Elle est d'origine guadeloupéenne. Et c'est vraiment un auteur qui aujourd'hui qui est incontournable. Voilà mes 3 coups de cœur d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Joss, pour tous ces conseils littéraires, en espérant que ça vous serve, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette émission. Pour répondre à la question, y a-t-il des sportifs chez les littéraires? Eh bien, oui. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Encore merci à mon invité de m'avoir accompagné. Merci à toute l'équipe technique. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Y'a pas que le sport. À très vite.